Troisième point d'analyse sur lequel je voudrais insister, c'est l'évolution de la configuration sociale. Et dans un cours d'espace mondial, il n'est pas possible de ne pas se référer, même brièvement, à cette montée spectaculaire des classes moyennes au sein de l'espace mondial, et tout particulièrement, bien sûr, au sein des pays émergents. En gros, aujourd'hui, les classes moyennes dans le monde, nous disent les démographes, c'est autour de 3 milliards 200 millions d'individus. En 2030, les classes moyennes représenteront 5 milliards d'individus, c'est-à-dire seront majoritaires dans la structure sociale de l'espace mondial. Aujourd'hui, la Chine est en train de devenir le deuxième pays en nombre d'individus relevant de cette catégorie sociale. Elle sera très vite le premier pays porteur de classe moyenne. On établit qu'en 2030, c'est les chiffres des Nations Unies que je vous donne, en 2030, 59% des classes moyennes résideront en Asie. Aujourd'hui, on en est à peu près à la moitié. 59%. Et on pense qu'en 2030, la Chine comptera à peu près 75% de sa population dans cette catégorie sociale. 75% de sa population. Le Brésil, à peu près 69%. Ça veut dire quoi, ça, mesdames et messieurs? Ça veut dire deux choses. La première, quelle meilleure explication pouvez-vous avoir des transformations des structures économiques, sociales et demain peut-être politiques d'un pays comme la Chine? Le désir de consommation qui dérive de cette transformation d'une population rurale en classe moyenne, de plus en plus affirmée, évidemment ne peut pas ne pas se répercuter sur l'ordre économique et l'ordre social en Chine. Il suffit de se promener dans les rues de Pékin pour en avoir une vision, ou de Shanghai, une vision très claire. Ça veut dire une deuxième chose. Ça veut dire que cette classe moyenne, dont je vous dis qu'elle sera pour le monde entier à peu près de 5 milliards d'individus en 2030, est en train de devenir une pépinière des nouvelles valeurs du monde, qui sont des valeurs consuméristes, qui sont des valeurs qui vont dans le sens de la libéralisation des mœurs, mais qui sont aussi des valeurs qui vont dans le sens de la convergence. C'est-à-dire qu'à mesure que les gouvernements vous expliquent la différence qui oppose irréductiblement les modèles des uns et des autres, nous, on est des démocraties, eux, c'est des dictatures, etc., tout ceci est en passe de devenir dérisoire si on chausse les lunettes de la mondialisation pour voir comment, derrière le décor politique, les individus se ressemblent de plus en plus dans leur façon de consommer, dans leur façon de penser, dans leur façon de s'éduquer, dans la façon de se définir les uns par rapport aux autres. Cette convergence par la mondialisation, qui se fait au-delà des frontières, nous y revoilà, au-delà des idéologies politiques, est quelque chose d'extrêmement remarquable. Dernier élément, c'est bien entendu, dans les évolutions, c'est bien entendu l'urbanisation. De grands sociologues, je pense notamment au très grand sociologue américain Karl Deutsch, comme allemand, Karl Deutsch, nous a expliqué très tôt comment l'urbanisation était un facteur d'accélération des transformations. Dans la société rurale, les individus ont un comportement traditionnel et surtout les individus dans la société rurale s'identifient très fortement à leur groupe naturel d'appartenance, famille, village, tribu, communauté religieuse. Alors que nous explique Deutsch, à mesure que les sociétés s'urbanisent, il se crée un phénomène de masse. C'est-à-dire les individus se distancient
par rapport à leur groupe naturel d'appartenance, famille, village, communauté religieuse, et tendent de plus en plus à s'intégrer dans une masse informe. Alors, de deux choses l'une, où le phénomène se fait de manière progressive, comme ça a été le cas en Europe, et ces mutations sont lentes et généralement sans trop d'à-coups, où le phénomène se fait brutalement. Et alors, que se passe-t-il? Un dérèglement dans les comportements sociaux, des individus issus de la société rurale se trouvent projetés en milieu urbain qu'ils ne comprennent pas, dans lequel ils ne peuvent pas s'intégrer, et généralement ils réagissent en mobilisant les formes classiques de radicalisme et de fondamentalisme. Où donc l'urbanisation a-t-elle été brutale? Tiens, regardons certains travaux qui nous montrent comme lieu d'urbanisation les plus brutales l'Égypte, avec la ville du Caire, 14 millions d'habitants, la Syrie, dont les espaces urbains, c'est-à-dire population habitant dans des villes de plus de 20 000 habitants, couvrent plus de 50% de la population, Iran, Téhéran en 1979, au moment de la Révolution, c'était quand même 12 millions et demi d'habitants. C'est dans ces espaces urbains que sont nés les frères musulmans, en 1928 en Égypte, dans le delta du Nil. C'est en Syrie, c'est en Iran qu'on trouve aujourd'hui les contractions fondamentalistes les plus fortes et les plus dures. Il y a donc dans ce phénomène de transformation de l'espace mondial un paramètre qu'il faut retenir. Je vous donne d'ailleurs des chiffres. 1975, aujourd'hui. 1975, Chine, 17% d'urbanisés. Aujourd'hui, 35%. Double. Indonésie, 19% en 1975, 42% aujourd'hui. Corée du Sud, 48% en 1975, 84% aujourd'hui. Japon, 76%, 78%. Ça ne bouge pas, toujours élevé.